Nous reprenons nos débats pour la dernière session, la session 4 de ce grand colloque de la Sorbonne, en nous posant la question, Emmanuel Nicolas et Isabelle Vaste, comment l'interdisciplinarité et la transversalité sont des compétences qui vont contribuer, en tout cas on l'espère, à l'excellence des professions de santé. Emmanuel Nicolas, vous êtes le doyen de la faculté de chirurgie dentaire de Clermont-Ferrand, et Isabelle Vaste, vous êtes la vice-doyenne maïeutique de la faculté de médecine et maïeutique de l'Université catholique de Lille. Je vous donne la parole. Bonsoir à tous. Donc, transdisciplinarité, la réflexion sur les croisements disciplinaires, tant au niveau de la prise en charge du patient que sur le plan pédagogique ou de la recherche, a alimenté les échanges de l'ensemble de cette journée. Alors, l'approche disciplinaire est caractérisée par une puissance explicative, investigatrice, voire pédagogique. Et cette découpe du savoir, quoique très ancienne, s'est surtout accélérée au XXe siècle de par l'avancée des connaissances dans l'hyperspécialisation et les progrès techniques. Cependant, ce mouvement vers le plus petit, le plus précis, rend de plus en plus difficile une vision pertinente de l'ensemble reconstitué et plus encore une prise en charge adaptée du patient dans sa globalité. Tendre vers des disciplines reliées devient donc un objectif aussi bien pour les professionnels que pour les pédagogues. La multidisciplinarité, qui est une association de disciplines sans que chaque discipline ne modifie sa propre vision, ne suffit plus. L'interdisciplinarité est plus exigeante, en ayant pour but de partager des langages, des concepts et des préoccupations. Enfin, la transdisciplinarité va encore un petit peu plus loin. Elle place le patient au centre en alliant des sciences de l'homme pour créer, pour construire un véritable cercle de compétences. Il s'agit d'un choix de pensée, certes moins rassurant que la pensée monodisciplinaire, mais qui correspond plus à la complexité de l'être humain et à la complexité de son environnement. Cette transdisciplinarité fait donc appel à une adaptation constante, à une dynamique. Elle valorise les différences pour une stratégie collaboratrice, y compris avec les patients. Mais elle peut aussi générer des incertitudes et des inconforts. C'est justement parce qu'elle ne va pas de soi que cette transdisciplinarité suppose de connaître les compétences de chacun des acteurs de santé et surtout nécessite un apprentissage et une mise en œuvre précoce auprès des professionnels de demain, et elle doit aussi s'entretenir chez les professionnels actuels. Ça justifie donc une offre de formation initiale et continue, universitaire, innovante, mais qui doit être absolument en lien avec les professionnels, quel que soit leur mode d'exercice, mais aussi qui s'établit avec la collaboration des étudiants et des usagers. Elle pourra aussi et devra faire aussi l'objet de recherches en pédagogie. Bonsoir à tous. Alors, au préalable à cette évolution de l'interdisciplinarité, un questionnement. Tout d'abord, les professionnels de santé, médecins, sages-femmes, pharmaciens, veulent-ils travailler ensemble? C'est déjà une question. Et autrement. Une autre question, c'est comment convaincre les professionnels à s'engager dans ces nouvelles formes d'organisation? Une question qui est d'actualité. Est-ce que les réformes actuelles participent-elles à l'interprofessionnalisation? On a l'exemple, effectivement, du service sanitaire. Y a-t-il d'autres procédures stratégiques à développer? Et est-il intéressant, dans ce cadre, de mieux organiser les passerelles? Et justement, dans ce cadre, quelles peuvent être les nouvelles stratégies pédagogiques? Une question peut-être un peu à la marge, mais qui demeure d'importance. Les progrès médicaux qui incitent à une hyper-spécialisation ne sont-ils pas justement un frein à la communication interprofessionnelle? Donc, cette session se propose d'établir un état des lieux et d'établir également des perspectives. Le professeur Ahmed Moussa, qui est le directeur du Centre de pédagogie de la Faculté de médecine de Montréal, nous fera part, d'ici peu, de son expérience canadienne, où ils ont une certaine expertise sur des sujets qui sont les suivants: les pédagogies innovantes, telles que la simulation, mais il y en a d'autres,
des procédures d'acquisition de compétences transversales, où ils ont une expérience depuis de nombreuses années, et la nécessité de l'apprentissage précoce de la communication. Donc, justement, le professeur Moussa nous précisera si ces différentes stratégies pédagogiques qui sont novatrices facilitent l'adhésion au principe de l'interdisciplinarité au profit du patient. Par la suite, ces aspects seront débattus au sein de la table ronde qui sera animée par Bernard Muller, qui est le président de la conférence des doyens de pharmacie, et Marc Braun, qui est le doyen de la faculté de médecine de Nancy. Merci beaucoup. Nous allons donc regarder ce film d'une quinzaine de minutes. Cet entretien, nous l'avons mené avec le Ahmed Moussa en direct de Montréal et j'étais avec Emmanuel Nicolas. Bonjour à tous et bonjour Ahmed Moussa. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce jeudi 17 septembre depuis votre bureau, je ne sais pas, de l'hôpital de l'Université de Montréal? En fait, pour maximiser les chances, je suis actuellement à mon domicile, mais je devrais être en ce moment à l'hôpital du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine à Montréal. Ahmed Moussa, vous êtes le directeur du Centre de pédagogie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et avec Emmanuel Nicolas, le doyen de la Faculté d'odontologie de Clermont-Ferrand, nous sommes très heureux de vous rencontrer. Bonjour Emmanuel Nicolas. Bonjour à vous deux, je suis très heureux de pouvoir converser et dialoguer avec monsieur Ahmed Moussa et merci de participer à ce grand colloque de la Sorbonne. Nous voulons effectivement, comme le dit Emmanuel Nicolas, vous entretenir dans le cadre du grand colloque de la Sorbonne du 24 septembre. Nous voulons vous entretenir de formation des professionnels de santé en s'intéressant aux questions tout particulièrement d'interdisciplinarité et de transversalité dans les exercices médicaux. Nous allons donc évoquer notamment l'évolution des compétences. Mais ma première question, Ahmed Moussa, sera la suivante. Vous êtes pédiatre. Pourquoi vous intéressez-vous tant au sujet de pédagogie? Je dirais que la pédagogie m'a toujours intéressé, même depuis mon statut de jeune étudiant en médecine, sur essayer de comprendre comment les personnes apprennent, comment ils acquièrent les compétences, comment ils intègrent toutes ces connaissances, mais pas seulement les connaissances, mais surtout l'expérience, les perles cliniques, tout ce qui est non écrit finalement. Et j'ai eu la chance d'avoir des modèles de rôle en pédagogie qui ont été très marquants pour moi et je voulais rendre un peu l'appareil pour les plus jeunes en formation actuellement. J'ai rapidement réalisé durant ma formation l'importance d'interagir avec les autres professionnels de la santé que nous côtoyons, que ce soit infirmières, pharmaciennes, kinésiologues, etc. Et j'avais de la difficulté à comprendre, vu cet grand avantage qui soit à mes côtés, pourquoi les gens continuent à travailler en silo. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, entre travailler sur ce maillage entre les professionnels et aussi un peu démystifier toute la communication, l'importance de la communication, soit avec les patients ou entre les professionnels, c'est ce qui m'a allumé et m'a amené à diriger mes travaux vers la pédagogie. Oui. On dit souvent que les Québécois et de manière plus globale les Canadiens s'intéressent beaucoup, travaillent beaucoup sur ces sujets. Et avez-vous, dans le fond, mieux réussi que d'autres? Est-ce que finalement, d'abord, y a-t-il une vraie spécificité anglo-saxonne ou américaine? Et pour quel résultat? C'est vraiment intéressant comme question. Je pense que au Canada, au Québec, probablement ailleurs dans le monde aussi, chez vous probablement, on est devenu beaucoup plus sensible à identifier les incidents, les accidents, les erreurs latentes liées à la sécurité du patient et les attentes des patients, de la société ont changé, ont évolué dans le temps. La place du patient
dans ses soins comme partenaire de soins aussi a évolué. Puis je crois que nous, on y a été très sensibilisés et on s'est dit, alors comment on peut travailler ensemble entre professionnels avec même le patient et rapidement on a mis en évidence en fait les avantages qu'on a vu de défaire ces fameux silos entre les professionnels, de travailler avec les patients et je crois que c'est ça qui nous a un peu stimulés. Maintenant, les équipes ne se voient pas ne pas travailler en interdisciplinarité. C'est vraiment la force. On voit de l'impact sur le patient. Donc, je crois que c'est vraiment ça qui nous a stimulés. Puis oui, en effet, je crois que nous, au Québec, on est entre le milieu, comme vous mentionnez, anglo-saxon, les Américains, et l'influence européenne, surtout de la France. On se définit peut-être un peu différemment parce que je crois que dans le monde anglo-saxon, ils ont peut-être même une étape plus avancée, en tout cas, que peut-être du côté est du Canada. Je crois que les barrières de hiérarchie et tout sont tombées beaucoup plus rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez? Pardon. Qu'en pensez-vous, Emmanuel Nicolas? Oui, effectivement, partager ce modèle anglo-saxon, ça me paraît tout à fait intéressant. Mais vous pensez qu'il y a donc vraiment une spécificité? Vous parlez d'une influence européenne. Comment vous intégrez cela dans votre pédagogie? C'est un sujet intéressant. C'est une bonne question. En fait, je vous dirais que on est grandement influencé par, je vous dirais, ce qui se passe dans le reste du Canada. On interagit bien sûr beaucoup avec nos collègues canadiens qui avancent très rapidement dans ces concepts d'interdisciplinarité, dans la dans l'interdisciplinarité et la transversalité des compétences. Mais culturellement, on a encore des liens très solides avec la France et je dirais que peut-être encore certaines résistances à des changements. On se questionne encore sur la position du patient. Je crois qu'on y va de plus en plus envers le partenariat, mais je vous dirais que même en pratique, à toutes les semaines, on se questionne, est-ce que c'est le meilleur modèle encore aujourd'hui? Je voulais justement réagir par rapport à cela. On aimerait approfondir avec vous ce thème d'interdisciplinarité, de travail en équipe. Comment vous le concevez au Canada? Oui, en effet, je vous dirais que au Canada, on l'a construit sur différents volets. Je pense que tout a été centralisé sur rendre compte à la société et assurer la sécurité des soins aux patients. Et donc, on a appris à créer tout d'abord, bien sûr, des tables de travail, des comités où se retrouvent les différents disciplines de la santé pour travailler ensemble, pour voir vraiment s'assurer qu'on couvre tous les différents volets des soins aux patients entre autres, différentes initiatives sont nées de ce travail interdisciplinaire, soit dans le travail clinique, on voit des tournées qu'on appelait médicales, mais maintenant qu'on essaie de dire juste tournée du patient, puisque tous les professionnels sont impliqués pour s'assurer qu'on couvre tous les aspects chez le patient. On a des projets de simulation qui se font intra-hospitaliers pour essayer d'améliorer, de voir comment on peut améliorer ce maillage, ce travail en équipe afin d'améliorer les soins et la qualité et la sécurité des soins. On voit vraiment beaucoup d'initiatives de cette manière se dessiner et les différents professionnels se retrouvent souvent assis beaucoup plus souvent à la table pour avoir ces discussions. Est-ce que les professionnels de santé ont compris, ont conscience que vous liez cette interdisciplinarité, cette transversalité à la sécurité? Et puis je crois qu'il y a un élément important que vous avez cité, je pense que Emmanuel Nicolas pourra également
réagir, c'est rendre compte à la société. Comment vous pouvez aller un petit peu plus loin? C'est une bonne question. Je crois, est-ce que les autres professionnels, juste pour m'assurer de bien comprendre votre question, est-ce que les professionnels réalisent que tout ce travail a un objectif de sécurité des soins? Je crois que oui. Je crois qu'on en parle ouvertement et je crois que c'est par cette lentille-là qu'on réussit à défaire les silos et défaire aussi euh, la hiérarchie qui existait dans la culture médicale, en fait, où l'infirmière ne devait pas interrompre le médecin ou dire au médecin, attention, ce que vous faites peut-être c'est dangereux. Je crois que ça se fait maintenant de mieux en mieux parce qu'on a à cœur la qualité des soins et surtout la sécurité du patient. Et je crois que c'est le motivateur qui nous permet justement de retrouver un équilibre dans nos relations, dans nos liens et dans nos modes de communication entre professionnels. Emmanuel Nicolas. Oui, alors effectivement, c'est très intéressant. Donc, d'après ce que je crois comprendre de votre discours, en fait, c'est surtout le fait d'avoir levé les barrières de la hiérarchie qui favorise cette interdisciplinarité. Quelle est la part c'est vraiment un problème de communication entre les différents acteurs autour du patient. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de primordial, j'ai l'impression, et plus finalement que d'introduire des nouveaux concepts pédagogiques par simulation ou par acquisition de compétences, qu'on va dire transversales. Pour vous, c'est un problème essentiellement de hiérarchie, ou pensez-vous que justement d'acquérir des compétences qui sont transversales, ça permet de mieux interagir entre différentes composantes de la santé? C'est vraiment une question très intéressante. Je crois que toutes ces composantes, elles sont importantes. Donc, je crois que ce soit la simulation, que ce soit faire connaître le rôle des différents professionnels. Déjà, par exemple, à l'Université de Montréal, les jeunes étudiants des différentes disciplines se retrouvent et travaillent ensemble pour apprendre à se connaître et apprendre à connaître où est le champ de travail de chacune des professions et où s'arrête leur possibilité de travail et comment ils peuvent être complémentaires l'un à l'autre. Je crois que tous ces outils pédagogiques, en fait, permettent de mettre en place une communication, une relation, une collaboration où par le fait même, la hiérarchie. Donc en fait, ce que vous préconisez, c'est d'intégrer ce caractère interdisciplinaire, cette compétence acquise de manière simultanée, le plus précocement possible, c'est-à-dire dès la formation initiale des futurs acteurs de la santé. Exactement, tout à fait. L'idéal, c'est de faire interagir toutes ces disciplines à un stade très tôt, de déjà faire valoir la complémentarité des différentes professions. Et je crois sincèrement que c'est comme ça qu'on va arriver à intégrer ce changement très important. Ces jeunes acteurs vont arriver équipés et pour eux, ce sera la norme. Mais je crois qu'en parallèle, il faut aussi continuer à travailler chez les professionnels qui sont déjà en pratique parce qu'on voudrait surtout pas que les jeunes arrivent dans les milieux et que par un curriculum caché, tous les efforts qui avaient été investis chez les plus jeunes soient un peu défaits, comme on a déjà vu dans d'autres expériences pédagogiques. Ce qui signifie effectivement, pour prolonger la remarque d'Emmanuel Nicolas, c'est que ces nouvelles pratiques de pédagogie soient enseignées tôt, mais également en formation continue, si je comprends bien. Exactement. Je suis vraiment bien d'accord, tout à fait. C'est certain que, bon, quand on est en pratique et plus on est avancé dans notre pratique, on a établi des façons de faire et c'est tout à fait normal que le changement soit plus lent, mais je crois que les gens sont très réceptifs et les modes
de pédagogie, je crois, sont différentes. Bien sûr, chez les plus jeunes, on a des méthodes où on les met soit dans des groupes de discussion, dans des simulations, juste le fait d'avoir des cours ensemble. Mais je crois que les professionnels en pratique qui vivent déjà avec ces différents professionnels, nous, on y travaille. Un, par s'assurer que tout le monde comprenne le rôle et l'étendue du champ de compétences de chacun des professionnels, soit par des échanges scientifiques, soit par des collaborations à travers du travail de recherche. Mais moi, personnellement, chez nous, on y travaille actuellement beaucoup par la simulation, parce qu'on le voit se déployer cette complémentarité et on met en évidence comment certains bris dans le travail d'équipe ou la communication ont pu mener à des soucis dans les soins qu'on voit. Alors, est-ce que, par ailleurs, vous enseignez à ces professionnels de santé des disciplines nouvelles, venant peut-être des disciplines de formation humaine, la responsabilité sociale, évidemment, l'éthique, et est-ce que cela est fait pour de jeunes médecins, de jeunes chirurgiens dentistes, de jeunes pharmaciens chez vous? Comment les choses s'organisent-elles? En effet, depuis plusieurs années au Canada, il y a eu un virage dans les méthodes pédagogiques où on apprivoise actuellement de l'approche par compétences et on s'est rapidement rendu compte que oui, les connaissances, ils sont importantes, on ne remet pas cela en question, mais ce n'est pas suffisant de s'en tenir qu'aux connaissances et toutes les compétences transversales telles que la communication, la collaboration, le professionnalisme deviennent d'aussi grande importance. Et je vous dirais que récemment, on se questionne sur l'acquisition de ces compétences transversales-là et comment les sciences humaines et sociales peuvent bonifier l'acquisition de ces compétences. Et donc, à l'Université de Montréal, on a établi différents curriculums, soit des curriculums où les étudiants travaillent avec des patients partenaires, soit un curriculum d'éthique. On essaie d'intégrer les sciences sociales aussi dans différentes formations pour même aller explorer les arts, l'histoire dans ce sens-là. Et il y a un grand travail sur la responsabilisation sociale, mais je vous dirais, oui, ça vient de la faculté, mais ça vient même des étudiants eux-mêmes. Ils reconnaissent rapidement qu'on doit les aider à acquérir des compétences et à développer leur rôle comme médecin envers la responsabilité sociale. Et je vais laisser Emmanuel Nicolas réagir, mais il le partage entre médecins, pharmaciens, maïeuticiens, chirurgiens dentistes, pour ne prendre que ces exemples de professions médicales qui sont réunis ici dans ce grand colloque. Oui, c'est quelque chose. Bien sûr, on essaie que toutes ces formations-là soient étendues à travers les différentes écoles de santé. Bien sûr, chaque profession évolue à différentes vitesses. Puis je crois qu'il faut accepter ça et c'est correct. L'objectif, c'est que tout le monde progresse et qu'on arrive vers des changements qui répondent aux besoins de la société, aux besoins des patients, mais tranquillement, on intègre ces différentes initiatives puis on y voit des bénéfices. Vous voulez faire un commentaire, Emmanuel? Oui, alors, cela signifie que d'emblée, déjà, vous avez intégré dans votre pédagogie des parcours, qu'on va dire, communs, avec, par exemple, un médecin et une infirmière dans le cadre de simulation ou de mise en situation. Donc c'est déjà intégré dans le cursus et de manière systématique ou c'est à la marge dans certaines universités? Je vous dirais que c'est probablement très variable d'une université à l'autre au Canada, mais je crois que les gens tentent de travailler à intégrer de plus en plus ces concepts-là où les gens puissent travailler ensemble. Bon, certainement actuellement avec la pandémie, c'est certainement pas le meilleur moment, mais je crois que
je crois que les gens essaient de trouver les opportunités pour y arriver. À un stade plus jeune, probablement que ces interactions se font moindres, mais on tente que ces interactions soient davantage présentes au fur et à mesure que les étudiants avancent dans leur formation. Oui, en effet, c'est certain qu'à des stades plus précoces, on reste dans le théorique, quoique les étudiants, quand ils sont à l'université, ont des séances définies en simulation où ils interagissent ensemble. Je crois même qu'avant d'arriver en simulation, ils ont des situations où ils ont simplement des discussions pour essayer de comprendre l'un et l'autre. Et bien sûr, quand on arrive en stage, on essaie de les intégrer très rapidement à la réalité de voici avec qui on travaille, comme vous avez vu, et voici comment on collabore. C'est hyper important, oui. Et les étudiants et leurs enseignants n'ont pas l'impression de perdre leur temps. Ça fait réellement partie, selon eux, de leur formation nécessaire, c'est ça? Oui, je crois que parfois sur le terrain, lors des stages, lors même de la pratique, je vous dis pas que tout est parfait, hein. Je crois que le mouvement est là, le désir est là, et tranquillement on essaie de faire changer certaines habitudes, parce que parfois les gens ont l'impression que parce qu'on travaille de telle manière, ça va être plus long ou plus complexe, et finalement quand on réussit à faire tomber un peu les résistances au changement, les gens réalisent ô combien c'est, oui, peut-être un peu plus long initialement, mais finalement, on finit par sauver du temps au long cours parce que on communique mieux, les interactions sont plus efficaces et finalement, les soins des patients sont mieux faits. Donc, il faut être persistant et peut-être soulever les bénéfices qu'on y retrouve pour que les gens réalisent « Oh, le changement qu'on me demande de faire, qui est parfois pas évident, porte fruit. » Eh bien, sur ces réflexions très importantes sur la communication en santé, nous allons clore notre entretien. Ahmed Moussa, nous avons été avec Emmanuel Nicolas très heureux de cet entretien. À bientôt. Bonne journée. Alors, sans perdre de temps, parce qu'aussi l'heure avance, hein, il ne faut pas l'oublier, on va peut-être vous présenter, donner la parole aux différents intervenants en leur demandant de se présenter succinctement et surtout par quel prisme ils voient ces notions d'interdisciplinarité et de transversalité, quels enjeux ils y mettent, et puis ils pourront compléter. Et je voudrais compléter le questionnement. Si tu veux, mais... Et je voudrais simplement compléter le questionnement de manière assez précise et vous interroger sur quelles sont les occasions que, dans le parcours des étudiants en formation initiale, qui pourraient être des occasions clairement identifiées pour un enseignement pluridisciplinaire. Et finalement, quels sont les éléments que vous avez retenus dans votre parcours pour pouvoir initier ce type de formation initiale en pluriprofessionnalité? Monsieur Bruno Vallée, donc merci beaucoup d'être présent avec nous ce soir à cette table ronde. Non, il faut allumer le micro en bas. Les piles sont déchargées. Pardonnez-moi. On finit par être handicapé entre les masques, les protections de micro. Donc je crois comprendre qu'on se présente, c'est tout. Bon, vous vous présentez, puis on disait par quel prisme vous
D'accord. Dans votre position, vous voyez cette interdisciplinarité, ces notions d'interdisciplinarité et de quels enjeux aussi vous y mettez? Très bien, je vais essayer d'être suffisamment court. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation qui est évidemment tout à fait intéressante. J'ai suivi l'essentiel de vos débats sur Internet. Du reste, c'était en distanciel. Voilà. Et puis maintenant, je suis en présentiel. Donc, nous voilà dans l'hybridation des formes de formation et d'échange. Donc, je suis très heureux de représenter ici peut-être deux aspects. Un aspect avec ma casquette de professeur à Sciences Po Paris, donc sur la croisée des chemins entre des parcours de santé et des parcours d'approche des politiques publiques. Et puis, puisque le ministre l'a annoncé en début d'après-midi, je suis aussi là puisque je m'occupe aujourd'hui de la mise en route du projet d'académie de l'Organisation mondiale de la santé à Lyon. Et donc, je me permettrai d'aborder ces deux sujets très, très brièvement. Tout d'abord, le passé qui est le mien, à la fois d'acteur du soin, puis d'un acteur plutôt des politiques publiques en santé au titre de la Direction générale de la santé, m'a fait apprécier l'idée que les cloisonnements entre les différentes rubriques de notre système sont extrêmement forts, que ce soit donc le soin, le médico-social, les sciences humaines et sociales et la santé publique dont il a été assez largement question aujourd'hui. Et on a un besoin rénové d'intégration extrêmement forte de ces parcours de formation, puisqu'on est ici pour parler de formation. Et donc il nous faut trouver des solutions pour que cette approche déjà en soi interdisciplinaire puisse se faire, ne serait-ce que dans notre système de santé, sans même aborder le deuxième point sur lequel je viendrai après, qui est l'interdisciplinarité dans des secteurs d'activité qui sont hors santé, mais qui contribuent énormément à la santé. Je vous rappelle qu'on vit dans le cadre onusien sur les objectifs de développement durable et qu'au-delà de l'objectif de développement durable qui concerne la santé, beaucoup d'autres, que ce soit sur l'urbanisation, la faim, etc., contribuent à la santé d'une manière, ainsi que l'économie, contribuent à la santé de façon très importante. Sur le champ simplement de notre système de santé, l'interdisciplinarité devient extrêmement nécessaire aujourd'hui et ces différents champs d'action sont assez éloignés les uns des autres. La crise Covid nous l'a particulièrement illustré, par exemple, où on a vu un champ médico-social qui était assez extérieur à la problématique du soin et avec une prise en charge qui a été assez souvent compliquée, avec la nécessité d'installer des parcours de prise en charge qui n'étaient pas présents naturellement. L'organisation du système de soins aujourd'hui offre la possibilité d'intégrer des établissements médico-sociaux, que ce soit évidemment des EHPAD ou des IME, c'est-à-dire des instituts médico-éducatifs, dans ce qu'on appelle les groupements hospitaliers territoires, mais la réalité concrète est que ces établissements restent assez éloignés. L'autre aspect qu'on peut tout de suite décliner dans le champ des sciences humaines et sociales, c'est que les acteurs qui connaissent bien l'action territoriale de santé, qui sont notamment issus d'actions sur généralement ce qu'on appelle les contrats locaux de santé, l'activité de prévention territoriale, ont été peu utilisés dans tout ce qui peut concerner, par exemple, le champ du dépistage, de l'accompagnement, de l'isolement. Et il y a sans doute là des réserves d'acteurs, à la fois pour cet épisode que nous avons peut-être devant nous, mais aussi pour l'avenir. Et donc là, il y a un champ de professionnalisation de ces acteurs qui est très important et qui, pour l'instant, ne se retrouve pas vraiment dans notre rubrique de formation. Je ne vais pas trop détailler ça. L'idée, simplement, c'est qu'un certain nombre d'initiatives ont débuté. Le service sanitaire est très clairement une initiative qui va dans cette direction, qui mêle le parcours de différents acteurs, futurs acteurs du système de santé, donc les médecins, les pharmaciens, l'odontologie, la maïeutique et d'autres. Et ils font effectivement une période assez courte aujourd'hui, mais suffisamment longue pour appréhender l'interdisciplinarité et aussi l'immensité du champ de la prévention, du dépistage,
et quelque part une initiation enfin en santé publique. L'anesthésiste Reimer que je suis a toujours pensé, après être passé dans l'action au service de la santé publique, notamment donc pour la Direction générale de la santé, qu'il était temps effectivement qu'on ait des formations qui soient plus complètes pour ce qu'on appelle habituellement plutôt des acteurs du soin. Le deuxième aspect des choses, donc, qui est la dynamique intersectorielle et donc qui touche d'autres éléments de politique publique qui en réalité contribuent à la santé, l'amélioration des transports, l'amélioration de l'urbanisation, la façon dont l'économie ou l'éducation peut prendre en charge une action forte de santé publique sur les déterminants de santé, suppose effectivement qu'on ait premièrement une idée de la santé qui est assez éloignée de celle qu'on peut avoir aujourd'hui, et d'autre part que les futurs acteurs connaissent le champ des autres politiques publiques et donc ici initient. À Sciences Po, donc, nous avons installé une spécialité qui est tournée vers la santé et qui accueille des étudiants de divers horizons qui ont d'ailleurs parfois des passés très dissymétriques avec soit des expériences très importantes ou au contraire qui sont issus du collège de Sciences Po et qui effectivement s'intéressent à la fois aux sciences de la vie, à la biologie, à la santé, on a des pharmaciens, des médecins, etc., ou qui viennent plutôt d'un parcours plus classique d'école d'affaires publiques et qui embrassent cette spécialité de santé au sein de l'école d'affaires publiques pour se former à un master en 2 ans qui les prépare à ces questions. En employabilité, c'est les personnes qui ensuite se retrouvent dans les agences régionales de santé, dans les organisations sanitaires internationales, mais aussi dans les ministères, dans différents types de rubriques où le fait que les professionnels de soins sont devenus, on l'espère, au fur et à mesure des professionnels de santé, ou en tout cas ont embrassé le champ assez large des politiques publiques. Et donc là, il y a un plaidoyer pour que ces couplages de formation dans le cadre de la diversification du parcours en particulier, mais pas seulement du 2e cycle des études médicales, ou de la partie du 3e cycle, puisqu'en réalité, ils peuvent rentrer dans ces deux temps de leurs études, puissent contribuer effectivement à la formation en matière de politique publique. Et donc, en réalité, ce qu'on leur demande, c'est comment d'une certaine façon, la doctrine sanitaire, je résume assez brutalement, mais comment elle est prise en compte dans le cadre des politiques publiques, ou comment des politiques publiques peuvent influencer la santé, alors même que ce n'est pas forcément leur vocation première. Et vous savez qu'on retrouve au niveau des maires, les fonctions des maires de ville, la réalité de nombreuses actions qui peuvent être portées en faveur de la santé. Et je termine donc par le dossier qui est celui de la santé mondiale, qui a été évoqué aujourd'hui, qui est une dimension plus récente des préoccupations de santé publique, en tout cas dans notre pays. On a des acteurs qui y contribuent, mais ils sont assez dispersés. Et en fait, je pense que la crise Covid a révélé de manière assez forte l'importance qu'il pouvait y avoir, comme dans le champ précédent des interactions en matière de politique publique, a révélé de manière assez forte les besoins qu'il peut y avoir à une vraie construction sur la santé mondiale, et avec des thèmes qui sont extrêmement prégnants, comme évidemment les crises épidémiques, le développement durable, la question de l'impact planétaire des actions humaines, ce qu'on appelle donc les effets de type anthropocène, et qui en soi nécessite une vision qui d'emblée est au-delà des frontières et a cette vertu donc de santé globale. Et certains, et j'ai quasiment terminé, et certains appellent cela effectivement le domaine de la santé planétaire. C'est aujourd'hui la qualification qui est apportée par les institutions qui sont intéressées par ces sujets, notamment évidemment les agences onusiennes, mais évidemment pas seulement. Les organisations non gouvernementales ou un certain nombre d'organisations gouvernementales sont très impliquées sur ces questions et présentent un champ assez nouveau qui pourrait être aussi développé en faveur de l'interdisciplinarité, puisqu'en réalité, on voit qu'on est dans un champ qui concerne notamment les grandes institutions internationales et la façon dont le droit mou international, c'est-à-dire celui qui établit des normes, peut revenir de façon forte sur les actions qu'on peut avoir au niveau national. Okay. L'académie donc, qui s'installe proposera vraisemblablement des programmes dans cette direction-là, mais pas seulement, et elle fera usage de tous ces outils qui sont aujourd'hui à notre disposition et qui ont été renforcés aussi par la crise Covid, c'est-à-dire à la fois le distanciel qui comptera pour l'essentiel de sa diffusion d'informations,
mais aussi des outils de simulation haute fidélité, d'ailleurs, qui peuvent être aussi en présentiel ou en distanciel. Il est tout à fait intéressant de voir la formation en santé se réaliser par de la simulation à distance, que ce soit d'ailleurs pour des actions très concrètes de terrain ou pour des prises en charge plus globales et plus compliquées, impliquant des équipes entières. Voilà, j'ai terminé. C'est un peu l'idée qui me vient quand on me parle d'interdisciplinarité dans le champ santé. Merci. On aura certainement l'occasion de revenir sur beaucoup de points dans une discussion. Je me permettrai pour les intervenants suivants de peut-être se présenter brièvement, dire juste quelques mots-clés sur comment, dans votre champ d'activité, vous voyez, quels enjeux vous voyez derrière l'interdisciplinarité. Et puis après, on pourra, sous forme plus d'échanges, partager peut-être quelques expériences. Donc, François-René Pruvot, merci beaucoup. Alors, soyez rassurés, je serai plus court que Benoît Vallée. Alors, les enjeux, vous dites, et la raison pour laquelle je suis dans cette table ronde. D'abord, pour moi, c'est finalement interdisciplinarité, une évidence, presque une non-question. J'ai été chirurgien digestif, spécialisé dans le foie pendant 30 ans. Dans une équipe chirurgicale, on travaille avec des infirmières, des aides-soignantes, des anesthésistes. On dépend d'une multitude de disciplines avec lesquelles on partage le parcours de soins du patient. Je rappelle qu'en 1986, Michel Rocard avait dit, en visitant la Pitié-Salpêtrière, au moment des grandes grèves des infirmières, « Oh mon Dieu, combien il y a de métiers dans un hôpital et comment ils fonctionnent comme une horloge !» C'était une découverte pour lui. Ça n'a pas beaucoup changé, je dirais même que ça s'est amplifié. Tous ces métiers interagissent entre eux. On a dit qu'ils étaient cloisonnés, c'est faux. Ces métiers partagent, échangent, se forment ensemble. Un CHU, c'est un melting pot de métiers, de formation et d'enjeux de recherche. Pour moi, la deuxième raison, c'est que je suis président de la communauté médicale de mon établissement et président de la conférence des 30 CHU français. Et donc, à ce titre, nous établissons en permanence le lien entre toutes les disciplines, les corps de métier, les enjeux, les parcours des différents modes de soins avec les directeurs généraux et les doyens. C'est l'occasion de gérer de grands enjeux de santé publique, mais aussi la formation avec les doyens et en particulier, désormais, vous le savez, par exemple en chirurgie, on apprend les scénarios de formation sont des scénarios multidisciplinaires, médecins, infirmières, etc. Et puis, je dirais peut-être avec une casquette universitaire, j'ai eu la chance de pouvoir co-rédiger avec François Coureau, que je salue s'il nous regarde, biochimiste éminent, le rapport Coureau-Pruvot qui a jeté les bases de la réforme du 3e cycle. Et donc je dirais qu'en termes de formation, cette nouvelle manière de voir la prééminence des compétences sur les connaissances et puis l'attractivité de la recherche, ça fait bien évidemment une des raisons de ma présence ici. Merci. Olivier Palombi. Il faut appuyer. Oui, bonjour. Alors, je vais faire le jeu des casquettes, effectivement, sur cette vision de la multidisciplinarité, l'interdisciplinarité. Je vais enfiler une casquette de vice-président santé de l'Université de Grenoble, que j'occupe depuis peu de temps, mais qui me donne une vision particulière, parce que selon moi, il y a un aspect aussi lié à l'organisation physique. Et en particulier, je voudrais rappeler ce qui a été fait à Grenoble, ce qu'on appelle l'Institut de formation des professionnels de santé, l'IFPS, et qui a été une idée qui a été initiée par Jean de Beaupuy et Patrick Lévy, à l'époque directeur du CHU et président d'université, et qui ont eu l'idée dans le processus d'universitarisation de mettre en place un lieu unique sur un campus, celui de Grenoble. Et c'était une expérience très intéressante qui aujourd'hui est opérationnelle avec des équipes pédagogiques qui travaillent ensemble et qui arrivent comme ça concrètement, physiquement, au quotidien à travailler ensemble. Et je pense que dans la restructuration des établissements, eh bien, cette universisation, elle ne doit pas être que dans les textes, elle doit être aussi présente physiquement. Et l'autre casquette, c'est celle de vice-président de l'UNES, l'Université numérique en santé. Et là aussi, c'est de la construction, là aussi, c'est de l'architecture.
l'architecture, mais c'est de l'architecture virtuelle. C'est la possibilité de mettre à disposition de toutes ces disciplines un espace de partage sur les contenus pédagogiques, un espace de partage sur les outils d'évaluation, et qui nous ont rendu bien service pendant le confinement, qui ont permis de diplômer des personnes qui étaient attendues dans le milieu professionnel. Et donc cet espace numérique est à construire aussi, et à mon avis constitue un élément important. Donc deux visions, une vision de construction physique et une vision plus virtuelle autour d'une construction numérique. Merci Olivier. Je dois excuser Bernard Müller qui doit s'absenter pour repartir à Bordeaux. Madame Cécile Goy, vous êtes vice-présidente de l'Université de Tours. Je vais vous inviter aussi à vous présenter et également à présenter les éléments qui permettront d'avancer sur les propositions pratiques. Très bien, je vous remercie. Alors, vous l'avez dit, je suis vice-présidente de l'Université de Tours en charge de la formation. Et je suis par ailleurs professeure des universités, enseignante-chercheur en sciences de l'éducation et de la formation, pas du tout dans le secteur de la santé. Mais j'appartiens à une équipe de recherche dont on a parlé ce matin, qui s'appelle Éducation, éthique, santé, et qui regroupe à la fois des médecins en médecine générale, en santé publique, et aussi des chercheurs en sciences de l'éducation et des philosophes autour des problématiques d'éthique. Mais ce n'est pas avec cette casquette-là que je vais parler ici de formation. Je vais vraiment parler de formation initiale et pas de pluricatégorie ou d'interdisciplinarité entre des métiers. C'est vraiment la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité académique dans la formation des étudiants. Parce que, par exemple, un médecin qui se retrouve face à un patient qui souffre d'addiction à l'alcool, s'il n'a pas une vision de la société et du rapport de la société avec l'alcool, mais aussi de manière un petit peu plus individuelle, s'il ne comprend pas qu'il peut y avoir une souffrance psychique qui est exprimée atténuée peut-être par cette addiction, en tout cas dans l'esprit du patient, il lui manquera dans sa professionnalité des éléments de compréhension de la difficulté de son patient et puis des éléments de compétences pour l'aider à sortir de cette addiction. C'est un exemple. Mais nous avons à l'université, Madame Vidal, la ministre tout à l'heure en a parlé, une réforme de l'accès au premier cycle qui change complètement le regard que l'on peut porter jusqu'à présent sur la formation des futurs professionnels de santé, que sont les médecins, que sont les pharmaciens, les sages-femmes et aussi les dentistes. Et cette réforme introduit la pluridisciplinarité à la fois dans le recrutement, parce qu'avant on recrutait en PACES essentiellement des étudiants qui venaient de lycée avec une carrière plutôt scientifique et plutôt scientifique dure. Aujourd'hui, le recrutement lui-même intègre dès l'entrée en première année une pluridisciplinarité de manière collective. Sur un pan individuel, c'est-à-dire si on se place du point de vue de l'étudiant lui-même qui rentre en première année de PASS ou de LAS, eh bien, il a obligatoirement des éléments de santé et des éléments d'une autre discipline académique. Et ça change vraiment la façon d'envisager la formation initiale des futurs professionnels de santé. On peut se dire qu'en première année, c'est peut-être pas très long d'avoir de l'économie en plus de la santé, d'avoir de la psychologie en plus de la santé, d'avoir des sciences de la vie, de la chimie, des mathématiques ou de l'informatique. Mais si on continue le processus sur la deuxième année ou la troisième année, où on peut aussi recruter en L2 et en L3, alors on voit bien que les futurs professionnels de santé auront des compétences vraiment pluridisciplinaires sur le plan académique. Je n'irai pas plus loin, j'ai plein de choses à dire sur les compétences et sur la façon dont on peut les construire de façon pluridisciplinaire, mais je pense que le temps est compté, donc je m'arrête là. Merci madame, en effet. Je vous présente maintenant Eva Ngoui, qui est chargée de mission formation réseau numérique à l'ISNI, le syndicat des internes. Bonjour à tous.
Alors, je vais essayer d'être concis. Donc, effectivement, je suis interne en génétique médicale donc, à Reims et accessoirement, je suis ingénieur pédagogique depuis juillet dernier. Donc, je vais faire comme Olivier Palombi, jouer avec mes 2 casquettes pour essayer de vous dégager finalement une occasion et 3 enjeux pour l'interdisciplinarité. D'autant que mon master, je l'ai fait dans un centre de recherche interdisciplinaire sur Paris. Finalement, l'occasion dont je vais me servir, c'est la réforme du 3e cycle et le fameux contrat de formation. Vous savez probablement que ce contrat de formation que tous les internes doivent maintenant rédigé avec leur coordination de DES donc en première année d'internat, comprend une partie pour se projeter finalement dans la vie professionnelle. Se projeter dans la vie professionnelle, c'est savoir finalement si on veut faire plutôt du soin, de la recherche, de l'enseignement, du management et cette fameuse case autre qui peut être du journalisme, de l'innovation et tout ce que vous voulez finalement intégrer dans la profession médicale. Et finalement, ce contrat de formation et ces différentes valences qu'on peut proposer, alors déjà ça fait écho aux discussions sur la refonte finalement du statut de PH et d'hôpital universitaire, mais c'est surtout que finalement ça dégage des enjeux. Puisque finalement, quelqu'un qui veut faire l'enseignement à temps plein ou du moins à un fort temps dans un temps médical, il va se former en enseignement, mais quelqu'un qui est médecin en général, qui va avoir des collègues, dans tous les cas, il va au moins être amené une fois dans sa vie à peut-être avoir un externe ou un interne, et va devoir avoir une sensibilisation finalement à l'enseignement. Donc une petite supervision, finalement un enseignement sur la supervision clinique. Pareil pour la recherche, on peut imaginer que tous les médecins ne feront pas de la recherche, mais si un médecin peut publier une fois dans sa vie un papier et comprendre comment marche la recherche et comment marche le monde de la recherche, ça pourra clairement l'aider. Et finalement, ça permet d'aborder le premier enjeu que je vois, c'est tout ce qui est sensibilisation à l'interdisciplinarité. Je pense qu'énormément des professionnels de santé ne savent finalement pas ce que font leurs collègues du bureau d'à côté. Je prends l'exemple encore de la génétique médicale. On a à peu près 80 internes en France sur 30 000 internes. C'est très récurrent pour les 80 internes d'avoir une discussion sous la forme « Mais qu'est-ce que tu fais en génétique médicale? Tu es uniquement chercheur au laboratoire. » Ah non, je vois des patients. Non, tes patients, c'est juste des tubes en fait. Ah non, je vois vraiment des patients, je suis aussi clinicien. Et c'est vrai que c'est une discussion qu'on a régulièrement, et c'est le cas en génétique, donc dans une spécialité que je connais bien, et c'est le cas dans beaucoup de professions. Je suis sûr qu'énormément ne savent pas à quoi servent un bioinformaticien, un attaché de recherche clinique, voilà, toutes les professions éventuellement, la DSI ou un directeur d'hôpital. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut, à mon sens, aborder. Il faut s'approprier son contexte de travail et s'approprier les différentes spécialités autour de nous. Le deuxième enjeu à côté, ça va être la flexibilité. Comme je vous le disais, dans ce contrat de formation, on choisit finalement ce qu'on veut faire, entre du soin, de la recherche, de l'enseignement, du management, etc. Et pour avoir ce choix, il faut être flexible. C'est-à-dire que, par exemple, on a parlé longuement de la santé publique ce matin, qui est un sujet extrêmement important. Il faut donner la possibilité aux internes de se former en santé publique, mais ça veut dire qu'il ne faut pas non plus fermer des portes à quelqu'un qui veut faire de l'histoire, à quelqu'un qui veut faire, mettons, de l'architecture médicale ou d'autres sujets équivalents. Donc il faut garder vraiment une flexibilité dans la formation et finalement entrouvrir des portes, sensibiliser sur plein de domaines sans forcément aller trop loin et donc finalement sans tirer la couverture à soi. Je pense qu'on est tous dans nos spécialités à vouloir considérer que notre spécialité est la plus belle du monde, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas finalement laisser la porte à un étudiant de ne pas du tout adopter donc, une formation dans cette spécialité. Et enfin, dernier enjeu finalement qui rejoint ces deux premiers, c'est tout ce qui est mutualisation, avec finalement deux images, à la fois mutualisation des efforts, par exemple des institutions différentes, plusieurs facultés. Je prends un exemple personnel encore une fois, j'ai été étudiant à Lyon, dans le même bâtiment, on avait la médecine, l'odontologie, la pharmacie, les maïeutiques, la kiné, les kinés malvoyants, les audioprothésistes, les orthophonistes, et je n'ai jamais eu aucun enseignement ensemble. Ce qui est dommage en soi. Après, c'est une sacrée organisation, bien sûr, d'organiser des enseignements mutuels, mais c'est quand même quelque chose d'important, au moins pour apprendre à travailler ensemble. Et l'autre sens de la mutualisation, c'est au sens qui est utilisé en pédagogie dans le primaire et dans le secondaire, c'est le fait de mutualiser la formation, c'est-à-dire que ce n'est pas l'enseignant qui enseigne, mais c'est les professionnels entre eux. C'est-à-dire qu'une maïeuticienne ou une sage-femme va pouvoir apprendre à un médecin, un gynécologiste médical va pouvoir apprendre à un bioinformaticien qui fait de la génétique finalement associée à la gynécologie, etc. Et donc ça, c'est tout un tas finalement d'éléments à prendre en considération pour faire de l'interdisciplinarité. Et pour faire ces trois enjeux, pour essayer de répondre à ces enjeux, il y a un investissement financier dont on a déjà parlé aujourd'hui qui est important, mais aussi un fort investissement humain. On l'a tous dit, je pense, on est tous suroccupés avec des multiples casquettes dans nos différentes formations, dans nos différentes professions, et ce qui est essentiel finalement, c'est d'essayer de encore une fois, décloisonner finalement les professions, décloisonner les postes pour permettre finalement de faciliter l'investissement des différents professionnels de santé dans différents domaines, que ce soit la recherche, l'enseignement, le management ou toutes les autres idées farfelues ou non que vous pourrez trouver.
Et pour ça, je pense que je rebondirai sur la phrase d'Olivier Véran tout à l'heure qui disait qu'il ne croisait pas dans les cellules de crise, enfin, à chaque fois, il croisait des étudiants dans ces cellules de crise. Et je pense qu'il faut faire pareil dans ce cadre-là, c'est-à-dire que dans chaque structure finalement d'innovation pédagogique, de reconstruction, d'interdisciplinarité, il faut croiser des étudiants. Et je pense qu'on peut tous dire ici qu'avec que ce soit la formation initiale ou le DPC, on est tous étudiants à toutes les années de notre vie, ne serait-ce parce que nos professions respectives évoluent tout le temps. Donc finalement, il faut tous qu'on travaille en interdisciplinarité et en intergénérationnel. Merci. Jeanne Dupont de Guine, vous êtes vice-présidente de l'ANEMF, l'Association des étudiants en médecine de France. Oui, exactement. C'est bon, ça marche. Oui, exactement. Et effectivement, donc on nous a demandé de dire sous quel prisme on souhaitait aborder cette question. Et là où les étudiants souhaitent, je pense, aborder la question de l'interdisciplinarité et de la transversalité des compétences, c'est parce que, comme ça a été dit tout à l'heure sur le film, il est prouvé que ce que l'on acquiert dans notre formation initiale, très jeune, tant que nos cerveaux sont encore malléables, on s'en sert ensuite toute notre vie professionnelle, toute notre vie durant. Et finalement, si on n'apprend pas dès les premières années de nos études l'interdisciplinarité, l'interprofessionnalité, eh bien on aura du mal à le mettre en place tout au long de notre carrière. Et il faut absolument que notre formation initiale finalement s'adapte aux exigences, aux ambitions et aux enjeux que l'on souhaite pour le système de santé de demain. Et le système de santé de demain, tout le monde le souhaite plus efficient, plus performant, plus pertinent, plus sécuritaire aussi pour les patients. Et ça ne peut pas se produire sans une amélioration de la coopération interprofessionnelle. Celle-ci, elle existe déjà, mais je pense qu'elle gagnerait à être encore améliorée, encore développée. Et celle-ci, elle n'est pas innée. C'est-à-dire qu'elle nécessite, on ne peut pas demander à des professionnels de santé de travailler en collaboration sans derrière le leur avoir appris. Et je pense que je vois 3 possibilités de développer l'interprofessionnalité dans nos études de façon très progressive, parce qu'on ne peut pas demander du jour au lendemain, comme je le répète, aux professionnels de santé de travailler ensemble et de se connaître. La première des choses que je vois, ce serait un référentiel de compétences. Aujourd'hui, et ça a été cité par nos 2 ministres de tutelle, c'est l'approche par compétences qui prend de plus en plus de place dans nos études, et notamment dans nos études de médecine, dans le cadre de la réforme du second cycle, et qui nécessitera des adaptations sur le premier cycle des études de médecine que l'on a en commun avec de nombreux autres professionnels de santé, de nombreux autres étudiants. Et là se pose la question d'avoir un référentiel de compétences commun, parce que comme ça a pu être dit aussi tout à l'heure, souvent, on ne sait pas ce que font les autres et ce que l'on peut attendre d'eux surtout. C'est-à-dire que dans une situation donnée, on ne sait pas jusqu'où tel ou tel professionnel de santé peut aller, qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il peut faire. Et ça, on s'en rend compte très tôt dans nos études, on ne sait pas ce que l'autre fait. Et finalement, un référentiel de compétences, ce serait le premier pas pour se connaître les uns les autres. Et puis ensuite, il faut pouvoir le mettre en application. Et là, c'est tout l'intérêt des centres de simulation et des séances de simulation dont on a parlé également tout à l'heure et qui ont largement été évoquées également par Olivier Véran et Frédéric Vidal. Et finalement, la simulation, elle n'est pertinente et elle n'a d'intérêt que si elle se rapproche le plus possible des conditions réelles de notre exercice. Et les conditions réelles de notre exercice, c'est un exercice en interprofessionnalité. Et donc, la simulation ne peut être parfaitement pertinente que si elle se déroule en conditions réelles en interprofessionnalité. Donc ça, c'est à mon sens le deuxième axe, et c'est déjà réalisé, comme on a pu le voir tout à l'heure, à Montréal, en Suisse, aux États-Unis. Et puis enfin, une fois qu'on s'est entraîné, en faux, entre guillemets, il faut pouvoir mettre en application cet apprentissage. Et le service sanitaire est un exemple de mise en situation concrète. Et c'est une situation en or pour développer
son interprofessionnalité, parce qu'il y a de réels enjeux de santé publique, de prévention, de promotion de la santé derrière, et qui en même temps permettent de se connaître sans mettre en jeu finalement en direct la vie de patients, etc. Et ça permet d'être une première marche de mise en situation concrète avant de travailler pour de vrai à l'hôpital ou en ambulatoire avec les autres professionnels de santé. Et celui-ci doit obligatoirement être en interprofessionnalité, c'est d'ailleurs son objectif premier défini dans Ma Santé 2022 notamment. Et puis je finirai sur juste un dernier point, c'est l'idée que souvent quand on pense transversalité des compétences, on pense avant tout à des compétences techniques et ce ne sont pas les seules que l'on est amené à exercer dans nos métiers. Il y a également toutes les compétences relationnelles, les compétences non techniques, la capacité également à faire face à l'incertitude, au doute, à l'erreur aussi, à l'éthique de nos professions. Et finalement, c'est quelque chose qui est souvent oublié dans nos études, et encore plus, si déjà c'est oublié dans nos études, on va dire cloisonnées, encore plus sous le versant de l'interprofessionnalité. Et je pense que c'est important pour se construire une culture commune du soin et de la santé qui permettent en fait de dialoguer. On a parlé tout à l'heure, j'ai entendu le mot communication, et je pense que le dialogue est très important et peut permettre réellement d'améliorer le soin du patient. Et puis le patient doit enfin être un acteur privilégié dans cette amélioration de la communication et puis dans cette réflexion autour de l'éthique du soin. Forcément, on se doit d'inclure les patients dans ce système, et c'est d'ailleurs une demande forte quand on entend les associations de patients et les recommandations qu'ils font aux professionnels de santé. Voilà, c'est des choses qui me semblent importantes finalement. L'importance de graduer l'effort fait par les étudiants au cours de leurs études pour à la fin aboutir à des professionnels de santé qui soient capables de travailler ensemble, d'apporter le meilleur soin possible aux patients et donc une forme d'excellence dans les professions de santé. Merci Jeanne. Je donne maintenant la parole à Morgane Caillot qui est le président du syndicat des internes de médecine générale. Merci beaucoup. Je m'appelle Morgane Caillot, du coup le représentant en effet des internes de médecine générale. Je viendrai compléter du coup tout ce qui a été dit précédemment, notamment au début avec le principe que dans les CHU, nous apprenons fortement à travailler en interprofessionnalité. Mais finalement, au-delà des CHU, l'interprofessionnalité existe également et a déjà existé. En effet, je ne rappellerai pas que le médecin généraliste est considéré comme l'une des professions pivots du système de santé. Cela est dû notamment à la mise en place du médecin traitant depuis 2004, avant médecin référent, qui finalement fait en sorte de travailler avec beaucoup d'interlocuteurs différents et de professions différentes. Notre référentiel de compétences nous apprend à prendre en charge de manière globale les patients, à utiliser et à savoir connaître la coordination. Et de ce fait, nous apprenons le plus tôt possible à gérer et à travailler en interprofessionnalité. Et cela depuis notre plus jeune âge en tant que jeune interne de médecine générale. Dans notre structure, nous l'avons démontré, nous l'avons remontré, notamment par l'adhésion à la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, depuis 2003 pour notre structure, et en travaillant sur de nombreux sujets communs. Nous avons notamment discuté sur les infirmiers de pratique avancée. Nous avons également fait des documents de proposition avec l'ANESF, l'Association nationale des étudiants en sage-femme, pour avoir des connaissances et savoir quels cours nous pourrions mutualiser ensemble, puisque nous avons des compétences communes dans le domaine de la contraception, mais également du suivi de grossesse. Et plus récemment, avec 11 autres partenaires étudiants et syndicats comme associations, une contribution sur le grand âge que nous avons décidé de développer en interprofessionnalité afin de développer nos idées pour pouvoir aider également à la mise en place de cette 5e branche dont nous entendons parler de plus en plus.
Je ne dirais exactement la même chose que mes autres collègues. Le plus important pour nous, avant tout, ce sont les rencontres. Ce sont les rencontres qui nous permettent en fait de connaître les autres professionnels de santé et donc de nous extraire aussi de tout cet aspect de méconnaissance de ces professions, mais également de ne pas savoir comment interagir avec elles. Je le développerai selon 2 axes différents, la formation hors stage et la formation en stage. Pour la formation hors stage, il y a la mutualisation des enseignements, comme j'ai pu l'évoquer, avec, par exemple, des professionnels tels que les sages-femmes, mais il y a également d'autres professionnels avec lesquels nous partageons des compétences, notamment les professionnels infirmiers. Plus généralement, la coordination. La coordination est quelque chose d'essentiel. Nous le voyons notamment avec la construction de plus en plus importante dans le monde ambulatoire. Les équipes de soins primaires, les maisons de santé pluridisciplinaires depuis 2007 et beaucoup plus récemment avec les négociations conventionnelles il y a 2-3 ans, les CPTS, les communautés professionnelles territoriales en santé. Tout comme je dirais, pour rebondir sur ce qu'a dit ma collègue Jeanne, le développement d'une culture en santé doit être vraiment un des enjeux majeurs. Elle peut passer aussi bien par la simulation que par la découverte également des différentes structures qui maillent le territoire. Pour ce qui est de l'approche en stage, au-delà de finalement la problématique de l'accès aux soins, les hébergements territoriaux des étudiants en santé peuvent être également des lieux de rencontre des différents professionnels et permettre aussi de créer des projets communs qui peuvent se faire en ambulatoire et sur l'ensemble des territoires. Enfin, puisque nous en avons également parlé, les usagers dans le système de santé sont quelque chose de prédominant et quelque chose qu'il faut également prendre en compte. Et en cela, le patient partenaire est également un enjeu pour nous, pour nos formations et pour nous apprendre à savoir communiquer, à savoir soigner, mais pas seulement selon un aspect médical, selon un aspect biomédical, mais bien selon un aspect biomédico-psychosocial. Très bien, merci beaucoup. Pascal, est-ce qu'on a le temps pour des questions, peut-être ? Enfin, la table ronde doit évidemment se conclure, mais quelques commentaires qui ont été faits par celles et ceux qui nous regardent sous forme de questions. Comment faire comprendre, j'ai l'impression que c'est une vraie volonté qui s'exprime, comment faire comprendre aux professionnels que le temps de la coopération n'est pas du temps perdu, mais du temps gagné à la fin. Je crois que c'est même une reprise de ce qu'avait dit le professeur Moussa. Existe-t-il, alors peut-être là la question est plus précise, existe-t-il des programmes de formation interprofessionnelle? Pouvez-vous nous en donner quelques exemples? Et un commentaire qui pourrait nous donner de l'espoir, c'est que les conflits entre professionnels de santé, alors notamment pharmaciens et médecins, sont en général plus à Paris que sur le terrain. Alors je ne sais pas, il y a peut-être un petit élément anti-parisien. Il n'y a pas de malédiction. Voilà. Est-ce qu'on peut peut-être donner une réponse ou un commentaire et peut-être clore cette table ronde? J'ai un exemple de formation interprofessionnelle et pour le coup c'est dans ma région, en région Centre-Val de Loire, où en fait on essaye de... Qui est le centre de la France. Oui, qui est le centre de la France, tout à fait. En tout cas dans le nom, c'est le plus important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait on a déjà des enseignements, nous avec les sages-femmes, qui sont de plus en plus faits, notamment des développements d'équivalence de maîtres de stage des universités pour être formés en fait sur le terrain, directement en ambulatoire par des sages-femmes. Donc ça, c'est déjà un premier progrès, puisque du coup, c'est amener l'étudiant vers d'autres professionnels de santé qui peuvent le former. Et c'est quelque chose de très intéressant parce qu'elles ont une approche complètement différente en fait de l'approche gynécologique qu'on a tendance à apprendre, aussi bien chez le médecin généraliste qu'on peut l'apprendre également dans un grand centre hospitalier. La deuxième chose, c'est que, comme je vous l'ai dit, le troisième cycle, et principalement le troisième cycle en médecine générale, est fortement basé sur les compétences. Et l'une d'entre elles, notamment la coordination et la prise en charge globale, avec des items orientés sur, encore une fois, la santé de la femme, permet de faire en sorte de créer des moments d'échange avec des étudiantes sages-femmes. Et c'est ce que l'on fait autour de ce qu'on appelle les groupes de pratique. Les groupes de pratique sont des équivalents des groupes de pairs, tout simplement, mais pour les étudiants, qui permettent de débattre de situations complexes en stage. Et en cela,
une mutualisation s'est faite avec des étudiants sages-femmes pour parler de sujets qui ont plus attrait à la gynécologie. Et l'exemple peut se venir également de simulation, puisque les programmes qui associent les PUI, les pharmacies à usage interne, ou les stages d'officine qui puissent être ensuite enseignés en même temps que les étudiants de 3e cycle, se développent de manière relativement fréquente. Et c'est aussi une source d'apprentissage de connaître ce qu'on a dit, c'est un des mots-clés de la table ronde, c'est-à-dire le périmètre du métier, et de savoir finalement comment on peut collaborer aux limites de chacun de son périmètre. Voilà, il nous reste peut-être à vous remercier, sauf si... Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.